Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour, bonsoir à tous, c'est Alex. Bienvenue dans ce nouveau débat du Saloon consacré à Ad Astra, dernier film de James Gray qui s'envoie en l'air avec Brad Pitt. Après les films de gangsters, les drames amoureux, les films d'époque et d'aventure, le réalisateur américain s'attaque à l'espace et à la science-fiction. Vous imaginez bien notre excitation dès l'annonce du projet. Le film a été présenté en compétition à la Mostra de Venise. Ad Astra est en salle depuis le 18 septembre et on va vérifier ce que ça vaut tout de suite avec Thomas Lécuyer. Salut Thomas. Salut. Ça fait un moment que tu n'es pas venu dans le Saloon, c'est un plaisir de t'avoir. Comment ça va ? Oui, en plus c'est bien. Aujourd'hui, le Saloon a ouvert en terrasse. On est sous le soleil, c'est cool. Exactement. Ouais. Sous le soleil avec Robin Jaunin. Salut. Salut Alex. Toi, tout va bien, Robin ? Mais écoute, très bien, oui. D'ailleurs, ça me fait penser, James Gray, il a pas encore touché au western. Non, c'est vrai. Non, on parle de Saloon, tout ça machin. Ouais. Mais peut-être que le western va parce venir. qu'il est assez à l'aise. Parce que tout pour grand tout ce cinéaste qui- doit oui. faire son film d'aventure, son Oui. film d'époque, son film dans l'espace et son western. C'est bien connu. On va voir donc ce que ça vaut ce Ad Astra. Alors si vous êtes prêts, on enfile son casque et sa tenue de cosmonaute et c'est parti. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Nous sommes en 2120, Brad Pitt incarne Roy McBride, un ingénieur et astronaute de la NASA. Ayant échappé de peu à la mort, sa vie est bouleversée et il part en mission à la recherche de son père disparu depuis 16 ans, incarné par Tommy Lee Jones. En chemin, il découvre que la Terre pourrait être bientôt menacée et peut-être qu'il y aurait l'existence de vie extérieure à la Terre, de vie dans l'espace. Que penser de ce Ad Astra, messieurs ? Thomas Lécuyer, il faut dire qu'on sort à peine de la séance, donc ce sera une réaction et un débat plutôt à chaud. À chaud, toi, Thomas, qu'est-ce que tu penses de Ad Astra ? Il y a plein de questions qui me viennent à l'esprit à la sortie du film, et notamment, est-ce qu'il vaudrait mieux continuer à avoir peur de ne pas être tout seul dans l'univers que d'être certain qu'on est tout seul dans l'univers ? C'est une vraie question et ça fait cogiter. Ouais. Ouais, ça fout les boules. Non, c'est sûr. Tout le film, en fait, est sur la solitude, sur justement cette question-là. Effectivement, sommes-nous seuls sur Terre ? Question vieille comme le monde. Et puis, finalement, la solitude aussi de ce personnage, de ce héros principal incarné par Brad Pitt. Il y a aussi une figure qui revient souvent dans le cinéma de James Gray, c'est la figure du père et les relations père-fils. Depuis La nuit nous appartient, qui est quand même l'histoire d'un père en lutte ou en conflit avec ses deux fils qui sont eux-mêmes en conflit. Film de gangster, un film de gangster. Là, on est vraiment de nouveau dans ce schéma-là. Un fils qui cherche la légitimité auprès de son père, ou en tout cas à comprendre là où il a fauté. Il y a une très très belle phrase dans le film qui dit que les enfants payent les erreurs de leur père. Et je trouve que c'est aussi une phrase très lourde de sens, et c'est l'autre grande thématique de ce film, c'est le poids de l'héritage des parents. Complètement. Robin Jaunin, que penser de Ad Astra, toi, au sortir du film ? Que c'est une sacrée expérience de science-fiction, très ancrée, je trouve, dans notre époque. C'est-à-dire qu'on a eu pas mal de films sur la Lune, on a eu quelques films sur Mars, et puis là, on va un peu plus loin, sans évidemment trop en dévoiler, mais je trouve que c'est un film très inscrit dans son époque. On a perdu un petit peu ce rêve de la Lune, on a passé aussi peut-être un petit peu ce rêve de Mars, et désormais la science-fiction se vit à l'échelle galactique. Donc déjà, il y a vraiment quelque chose là-dedans, et dans l'univers qui est mis en place, avec cette solitude, comment on la combat. Il y a aussi, même si c'est juste un peu en filigrane, mais il y a aussi bien sûr on va dire l'interrogation sur Dieu. Il y a beaucoup de ces scientifiques qui s'en remettent à Dieu quand ils partent en voyage. Donc il y a vraiment toute cette notion, comme on disait, de solitude, de découverte, d'inconnu, et qui marche pour le coup très bien. La figure de Dieu est pas loin de celle du père. D'ailleurs, dans ce film, il y a aussi, c'est un petit peu cette quête du fils à son père. C'est aussi un peu la quête de l'homme qui s'en remet à Dieu. Et dans la Bible, il y a aussi cette image du fils qui paye pour les fautes des hommes, donc de quelqu'un qui va payer le prix pour les autres. Et Brad Pitt joue cet ingénieur qu'on découvre
très intériorisé, très froid aussi comme personnage. Oui, alors il y a un point, dans le personnage de Brad Pitt, il y a un point fort, très fort, et un point faible, très faible, que je trouve, en tout cas. C'est le point fort, c'est le travail autour de ce sentiment de solitude, et ce sentiment de solitude recherché, volontaire. Quand on écoute les documentaires ou les interviews de Neil Armstrong, des autres astronautes qui sont allés sur la Lune, on ressent cette solitude qui est volontaire. On sent que souvent ce sont des hommes qui ont envie de s'éloigner de tout ça pour des raisons, on a découvert avec les biopics et tout ce qui est sorti en ce moment, vu que c'était l'anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune, on a découvert que Neil Armstrong avait eu beaucoup de mal et Buzz Aldrin aussi avait eu beaucoup de mal à se resocialiser après, histoire de quarantaine, etc. Quand on retombe. Et donc je trouve que ce portrait est assez juste de ces hommes qui fuient. Ils explorent, sont des aventuriers, mais peut-être que ce qui les motive encore plus, c'est pas ce qu'il y a au bout, c'est de fuir ce qu'il y a derrière eux. C'est vrai. Ça, c'est un point très fort. Le point faible, tout comme ça je finis, de ce personnage, je trouve, c'est son omnipotence. J'ai l'impression qu'il ne peut rien lui arriver. Dans tout le film, il lui arrive rien. Pourtant, il y en a des péripéties. Mais oui, mais physiquement, il n'est jamais atteint. Spirituellement, il a l'air jamais atteint non plus. Alors qu'il y a des tonnes de péripéties. Il y a un côté omnipotent qui m'a un peu gêné, moi, dans le personnage de Brad Pitt et son traitement. Moi, que je trouve assez fort, puisque du coup, ça montre en fait à quel point tout ce film pourrait se vivre aussi comme cette métaphore justement du deuil, etc. À se demander et puis plonger dans cette science-fiction et dans ce futur proche. On est en 2100 et quelques, justement se demander comment dissocier le vrai du faux, qu'est-ce qui appartient à l'imaginaire de Brad Pitt à ce moment-là, qu'est-ce qui appartient à ce qu'on voit vraiment à l'écran. Il y a quand même des moments où il fait des trucs limite X-Men sans qu'on s'en rende compte, et a priori c'est pour de vrai dans la narration du film, c'est pas une scène fantasmée par l'imaginaire de Brad Pitt. Je sais pas, quand il traverse avec un bouclier en métal, il traverse des astéroïdes. À un moment donné, on se dit, il y a vraiment un côté vraiment omnipotent. Oui, non, mais complètement. Mais je trouve que la force, justement, ça m'a un peu gêné. C'est de nous faire douter un petit peu là-dessus. Robin, t'en penses quoi, toi ? Oui. Le fait que le voyage, en fait, pourrait être intérieur et spirituel, et puis pourrait être imagé par cette Est-ce qu'on peut traverser spatiale, des astéroïdes avec un bout de ferraille ? C'est la vraie question, Robin. Sur PlayStation, oui. Dans l'espace, je sais pas. Je sais pas si c'est là pour te faire vraiment douter, à part ça, parce que ça se tient quand même suffisamment bien tout le long, et cette solitude est finalement tellement générale, et pas que sur Brad Pitt finalement, parce que quand je disais c'est un film qui pour moi me sent très 2019-2020, c'est qu'il y a vraiment des scènes incroyables quand on arrive sur la Lune par exemple. Alors c'est assez rapidement au début du film, donc c'est pas vraiment du spoil, mais il y a toute une base qui est déjà créée, il y a même des McDo, des Subway et tout ça, et qu'on remarque que finalement on recrée, ou en tout cas eux ont recréé les mêmes erreurs des humains sur Terre, sur la Lune, mais tu sens là aussi déjà qu'il y a cette solitude de ces gens perdus dans ce centre qui n'ont jamais vu peut-être la Terre, ou qui ont été complètement séparés de leur famille, etc. Donc peut-être que c'est imagé, mais alors à ce moment-là, faudrait se dire que c'est imagé pour absolument tout le monde qu'on voit, parce que effectivement, tu sens que c'est juste en surface où on profite de ça, mais que la solitude est un peu présente chez tout le monde. Ce qu'il y a de très fort aussi dans le personnage de Brad Pitt, qui est montré au tout début par un examen psychologique, c'est-à-dire qu'avant de l'envoyer en mission dans l'espace, il doit répondre à un tas de questions sur le battement de son pouls, sur comment il se sent, comment il a dormi, comment il se sent au réveil, est-ce qu'il a une attache sur Terre ou pas, est-ce qu'il ressent des sentiments forts pour une personne. Il y a tout ça qui est aussi questionné dans ce futur proche, avec finalement le contrôle que pourrait avoir la société et la NASA, et puis c'est toute cette base scientifique qui envoie ces astronautes dans l'espace, parce que Brad Pitt est envoyé finalement en mission pour une simple raison, c'est qu'il est le fils en fait de cet astronaute cet astronaute qui a accompli des exploits. Voilà, ça y est, je retrouve mes mots. Et puis qui est vénéré, etc. Et ils doivent le retrouver. Ils envoient Brad Pitt parce que c'est son fils justement, et qu'ils essaient de créer le contact entre le père disparu et puis le fils qui pourrait peut-être sauver un petit peu cet espoir-là de reprendre contact. Et puis là-dessus aussi, il y a tout justement un questionnement sur à quel point on contrôle
le personnage de Brad Pitt ou pas pour essayer de retrouver ce père, et puis dans quel but finalement. Et en fait, tout ce futur proche est aussi un petit peu dépeint. C'est un futur où rien ne dépasse. En ça m'a fait beaucoup penser au cinéma de Andrew Niccol, qui a fait notamment Bienvenue à Gattaca et d'autres choses. C'est un futur où tout a l'air parfait, un futur où la science a pris le pas, où tout est rationalisé, on vous surveille, on veille à votre bien-être, à votre pouls, on prend votre santé, tout ça machin. Et en fait, finalement, tout ça a pour but de mieux et de plus contrôler les gens. Et il n'y a plus de place pour la liberté individuelle, peut-être plus beaucoup de place pour le désir. Tout est devenu marchandisation et tout est quantifié. Les battements du cœur, le prix de la serviette quand on arrive de son voyage sur la Lune. Parce que donc maintenant les voyages pour la Lune sont touristiques, sont commerciaux. Voilà. C'est d'ailleurs le vol Virgin, je sais pas trop combien, qui fait les vols. Donc ça c'est assez bien vu et aussi très inquiétant. Il a une vision de l'avenir inquiétante, mais pas mince, moi aussi j'ai perdu pas mes complètement mots. défaitiste, mais à part ça, on parle de futur proche, mais je suis pas sûr qu'on soit. Alors d'où on sait que c'est en 2120 d'ailleurs, parce que. Eh bien, c'est le synopsis, mon cher ami. Au début du film, c'est écrit dans un futur proche. Dans un futur proche, c'est vrai. Voilà. Mais le synopsis le donne. Voilà. Sur Internet, vous trouverez ça. Mais je suis pas sûr que forcément ce soit dans un futur très proche. Je pense que alors je suis pas astronaute, pour l'occurrence, mais je pense que les astronautes de la NASA actuellement sont un peu dans cette situation-là où on va tout contrôler, leur battement de cœur, leur psyché. Alors effectivement, peut-être pas, on va dire la simple population entre guillemets, mais je pense que les astronautes actuellement, ça doit être à peu près pareil. C'est pas un avenir qui est anxiogène, qui est dépeint dans ce film, mais du coup, c'est un avenir qui est d'autant plus inquiétant parce que tout a l'air tellement. Puis on prend son petit cachet pour pas avoir de saute d'humeur, et puis on contrôle tout. Les communications évidemment sont contrôlées, et surtout tout est question de marchandises. Ouais. D'ailleurs, il y a des salles de repos pour se calmer aussi avant de repartir dans l'espace, avec des petites fleurs, des petits oiseaux, l'océan, etc. Où finalement on représente la Terre. Et puis en fait, dans ce film-là aussi, la Terre est ultra idéalisée. Finalement, c'est aussi, je pense, le message, c'est qu'après avoir découvert la faune et la flore, on va dire, des autres planètes, finalement, les humains, pour retrouver le bien-être, etc., pensent à quoi ? Pensent à ce qu'ils trouvent sur Terre. C'est-à-dire que, a priori, il n'y a pas grand-chose sur les autres planètes, en tout cas celles qui nous entourent. C'est ça, en tout cas celles qu'ils ont Mars qu'ils ont et la Lune, en explorées. l'occurrence, c'est un peu... Et puis la Lune, il y a une scène absolument fantastique aussi de bataille sur la Lune que j'avais jamais vu tourner comme ça, où ils sont sur ces espèces de petites voitures qui se trimballent sur les cratères de la Lune. Golf, à peu près. Exactement. Et là, c'est hallucinant, je trouve, à quel point James Gray arrive dans ce film-là à nous tenir en haleine et puis à nous surprendre en fait de péripétie en péripétie constamment où on se dit mais finalement on pensait pas que le film virerait dans ce style-là, dans ce genre-là, d'arriver à un film de guerre finalement, le temps de cette scène. Oui, une poursuite un peu à la Mad Max, quoi, avec des véhicules qui se tirent dessus, tout ça pour des minerais ou des véhicules, enfin tout ça pour des marchandises, quoi. Par exemple, il résume la volonté permanente de l'homme à se faire la guerre juste parce qu'il faut posséder les choses, quoi. Il y a... Oui, je trouve ce qu'il arrive magnifiquement bien, c'est à créer son univers et que son univers soit cohérent. C'est-à-dire que là, ça fait, je sais pas, peut-être 5-6 minutes qu'on parle de plein de petits détails. Ça fait un peu plus, là. Alors peut-être un peu plus, mais de plein de petits détails qui finalement rendent cet univers crédible. Vous avez parlé du type qui va devoir payer pour son coussin et sa couverture dans son départ pour la Lune. C'est cette bataille justement sur la Lune pour les ressources. Enfin, finalement, l'univers, même si c'est par petites touches, est quand même dépeint. Il y a plein de petits détails qui font que cet univers est crédible. Et on se dit pas, c'est bizarre, ils ont une station sur la Lune où on peut manger du fast-food. Ça semble logique. Et c'est vrai que là, il a réussi un vrai beau travail avec la cohérence de son univers. Au-delà même de sa mise en scène, etc. Mais ça, on y reviendra, je pense. On peut y venir maintenant, parce que visuellement, je trouve le film assez splendide dans toutes ces scènes dans l'espace. Il arrive, même si justement, on pourrait se demander, mais est-ce qu'on peut encore aujourd'hui faire des films dans l'espace, après 2001, etc., de se dire comment renouveler un petit peu, et puis surtout après Gravity ces dernières années, comment on peut renouveler justement visuellement et en termes de mise en scène les scènes dans l'espace. Alors il y a toutes ces scènes à l'intérieur
l'intérieur aussi du casque en fait du cosmonaute, avec cette caméra qui virevolte à droite à gauche. Il y a les grands plans aussi où on peut voir l'espace dans lequel on s'inscrit, quel vaisseau, quelle base sur la Lune et autres. Et puis il y a surtout tous ces reflets de visage, de lumière, les surimpressions justement où on va pouvoir distinguer le visage du père de Brad Pitt qui s'incruste sur le même plan où on voit son visage à lui, qui sont assez sublimes. Et puis les reflets, qu'ils soient solaires, qu'ils soient lunaires ou bien d'autres planètes. Il y a aussi un très beau travail sur la couleur, sur la monochromie. Ouais. Chaque planète qui va être visitée ou autour de laquelle on va tourner aura sa propre couleur. Il y a vraiment des teints monochromes. Mars est rouge évidemment, la Lune est grise ou blanche, un gris blanc lumineux. Saturne est bleu. Il y a, comme la Terre d'ailleurs, c'est marrant. Il y a vraiment un beau travail autour de ça. Mais bon, ça, on sait que James Gray est un incroyable metteur en scène. The Lost City of Z, qui était son précédent film, c'est ça, film d'aventure, qui est aussi une quête où il faut aller au bout d'un univers connu, là en l'occurrence qui est au bout de la forêt d'Amazonie, je crois. Ouais. Là, il faut aller au bout de l'espace connu. Il y avait aussi ce travail sur la couleur, sur cette mise en scène un petit peu très, très chromique. Quoi. Finalement, en voyant ce film-là, on peut se dire que James Gray est quand même à l'aise dans pas mal de styles différents, qu'il arrive à chaque fois, même en ayant ces thématiques qui lui sont propres, à s'accaparer un genre. Et puis là, franchement, pour la science-fiction et le film dans l'espace, je trouve que c'est assez grandiose d'arriver justement à proposer quelque chose à lui et quelque chose de neuf. Et quelque chose de neuf, d'autant plus difficile, je pense, à faire, qu'il arrive assez bien à être au milieu d'un film très spectaculaire, avec forcément on est dans l'espace, avec des terrains inexplorés et des distances absolument dingues, tout en restant un film super intimiste. Ouais. On est quasiment tout le temps focalisé sur Brad Pitt. Il est très très proche de ses personnages. Voilà, ouais, clairement. Et on est quasiment focalisé tout le long sur Brad Pitt. Il y a quelques personnages secondaires qui vont venir un petit peu graviter autour, mais qui seront jamais là, on va dire, de manière très longue dans le temps. Donc on retrouve encore un peu cette idée de solitude où finalement les autres ne vont venir juste se greffer qu'à son histoire pendant quelques minutes. Et je trouve ça absolument incroyable comme il arrive justement à... Voilà, on est dans l'intimité de Brad Pitt, dans l'immensité de l'espace, et je trouve que le contraste marche pour le coup très très bien. Ouais. Moi, il y a quand même, c'est une réussite. Après, il y a quand même ces petits bémols. Bon, l'omnipotence du personnage principal, ça on en a compris. On en a parlé. Après, bon, c'est vraiment inhérent à James Gray. J'aimerais bien que parfois il ose se détendre un peu plus. Je trouve que c'est un cinéaste très calculé, quoi. Très calculé, qui il sort jamais de sa ligne. Parfois, ça rajoute un peu d'humanité, de relief, de matière. Je sais pas, je pense à Seul sur Mars, qui est de Ridley Scott avec Matt Damon. De temps en temps, il y a une ou deux scènes qui touchent vraiment à la comédie ou qui vont être des petites scènes plus du quotidien et qui donnent du relief et de la consistance un petit peu à tout ça. James Gray, parfois un peu froid, je trouve. C'est assez froid, c'est très sérieux, et puis il y a cette... On n'est pas là pour rigoler, quoi. Mais c'est vrai. En même temps, Et puis il y a la voix off aussi du personnage de Brad Pitt, je trouve sans arrêt, qui me fait penser un petit peu au cinéma de Malik, justement, dans ce côté un peu aussi, philosophique. Ouais, bien sûr, dans ce côté philosophique, quête personnelle, et puis d'arriver avec cette voix off un petit peu à décrire en fait les émotions du personnage, son évolution, etc. Et moi, en fait, c'est un problème que j'ai déjà avec le cinéma de Malik, c'est que cette voix off m'empêche en fait de juste me laisser porter par l'image et puis par les gestes, par les regards, parce que je trouve Brad Pitt fabuleux dans ce film. Il a des moments vraiment de regard où tu sens l'émotion monter dans ses pommettes, dans ses yeux. Oui, c'est assez beau, et en fait moi justement j'aurais aimé avoir un petit peu plus un film à moi où j'ai pas spécialement besoin de cette voix off qui me surexplicite tout et du coup qui me prémâche un petit peu l'émotion. Et c'est peut-être le seul bémol que je donnerais à ce film. Que penses-tu de ça, Robin ? Oui, alors moi ça m'a pas forcément spécialement marqué parce que j'étais pris dans les images et donc du coup la voix off je l'écoutais d'une oreille ou à peu près. Non, mais c'est vrai que comme on le disait, peut-être à l'image il est un peu froid parce qu'il est un peu réservé, il est un peu
à part quelques scènes où il exprime quand même ses sentiments, il reste quand même assez froid. Il a une histoire d'amour entre guillemets, mais qui est très longue distance, donc c'est pas forcément des scènes qui vont arriver très souvent. Donc moi ça m'a pas plus marqué que ça. C'est vrai que moi peut-être où il y aurait un bémol, et je crois que Thomas est plutôt d'accord avec ça, c'est la fin peut-être, où sans rentrer dans les détails, peut-être qu'il aurait manqué, je sais pas, 5-10 minutes pour avoir un truc un tout petit peu, disons qu'il y a un chemin différent. Il y a un chemin aller pour aller vers cette mission vers Neptune, et après il y a un chemin retour, on peut dire ça comme ça. Oui, mais du coup... Le chemin retour est un peu bref, mais moi c'est quelque chose qui me convient totalement. Comme l'explication finale, il y a une espèce de petite leçon de vie à la fin, qu'on aurait sorti d'un livre de conscience positive. Bon, quand même. Quand même. Bon, mais c'est un peu plus travaillé que ça, quand même. Je veux dire, tout le film nous amène... Oui, justement. Mais à travers le chemin du personnage, c'est-à-dire que ça arrive pas comme un cheveu sur la soupe comme une bonne morale. Non, mais je trouve qu'il aurait pu un peu plus affiner ça. Vu tout ce qu'il a dit avant, c'est un petit peu léger de finir comme ça, quoi. Juste... Sois attentif à ce qui t'entoure, quoi. Et aime les gens. C'est un petit peu résumé, ça, quand même. Mais je trouve que sur le message du film, sur toute cette solitude du personnage, et puis cette quête, justement, d'aller au-delà, de faire le deuil, en fait, de ce père disparu, surtout ce questionnement, justement, de se dire... qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que j'ai envie de le revoir ? Ou est-ce que finalement il faut juste que je me libère de lui, en fait, et que je ne le revois pas, que je le laisse aller, et puis que je n'y touche plus à cette figure paternelle. Et je trouve que le film vraiment est assez bouleversant là-dedans, et puis peut faire écho aussi sur le deuil avec First Man, finalement, qu'on a vu il y a un an, de Damien Chazelle avec Ryan Gosling, qui racontait de la manière d'un biopic la vie de Neil Armstrong, et cette quête aussi dans l'espace pour faire le deuil de sa fille disparue. Oui, voilà. Sa fille morte. Il y a toute une profondeur, justement, qui, dans tout le propos du film, qui nécessitait peut-être pas cette conclusion. Ça suffisait, je trouve. Mais on revient dans le doute, finalement, comme disait Thomas au début. Est-ce qu'on a meilleur temps de savoir qu'on est seul ou d'imaginer qu'on ne l'est peut-être pas ? Et là, c'est pareil. Est-ce que j'ai meilleur temps d'aller le retrouver et de m'assurer qu'il est vivant ou pas ? Ou est-ce que, un peu à la mode du chat de Schrödinger, on se dit, bon, il est mort et vivant en même temps ? Et ça aussi, sur la question aussi de savoir, est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout des choses ? Est-ce qu'on a bien fait de faire ces choix-là et d'aller jusqu'au bout pour avoir finalement la réponse qu'on cherchait depuis, là je sais pas, c'est quoi, 15 ans je crois, il donne un âge, enfin ça fait des plombes qu'il n'a pas vu son père, et c'est là, à ce moment-là, qu'il se rend compte que il y a peut-être une occasion d'aller vérifier s'il est mort ou pas, je vais y aller. Et du coup, ça aussi, c'est très intéressant. Et à quel point j'y vais, quoi. C'est ça aussi. À quel point je me laisse aller à ça, à quel point j'accomplis cette mission. Non, pour moi, c'est un grand film de cette fin d'année, honnêtement. Du cinéma comme ça, on n'en voit pas beaucoup durant l'année, de cette qualité-là, avec autant au niveau de l'esthétique que dans l'écriture, dans l'épure, etc. C'est vraiment un très grand film. Il arrive toujours à nous capter, c'est-à-dire soit effectivement il y a un rebondissement quand peut-être le rythme est un tout petit peu plus bas, ou justement quand il n'y a pas de péripéties, avec des images incroyables, avec un côté contemplatif, un peu lent, un côté contemplatif mais qui marche très très bien, on s'ennuie à aucune seconde, et il arrive toujours à trouver un petit truc, soit un rebondissement, soit un plan magnifique, soit une remise en question du personnage, et du coup ça tient pendant les 2 heures. Thomas? Oui, c'est un très beau film de James Gray, comme tous les films de James Gray. Même The Immigrant? Oui. Et il y a mieux en science-fiction. D'accord. Quand même, je trouve. Oui, c'est pas le chef-d'œuvre de science-fiction qui va marquer les 10 prochaines années. Mais c'est un très très beau film. Comme a pu le faire Gravity par exemple, quoi. Oui, ça redéfinit pas ou même Premier Contact. Oui, mais à un moment, c'est pas un film pierre angulaire quoi, du genre. Mais c'est une très belle œuvre de science-fiction, clairement. Et puis Brad Pitt a un rôle fabuleux. Il joue extraordinairement bien. J'avais un petit doute quand je l'ai vu dans le Tarantino. Je trouvais qu'il était un petit peu monolithique. Oh bah quand même. Thomas. Non mais un petit peu dans toujours les mêmes, mais là il a une subtilité incroyable. Il est fou. Il est d'un regard, comme tu dis, d'une expression, il arrive à nous toucher ou à nous bouleverser. Comme il a pu le faire justement dans Tree of Life, et puis ce parallèle avec le cinéma de Malick, ça étonne pas trop que justement James Gray ait fait le choix de Brad Pitt. Voilà.
Oui, non, en plus ça n'a rien à voir, mais je me suis trompé, c'est DiCaprio que je trouvais monolithique. Ah bon, bah voilà. D'accord. Oui, je me disais aussi, je me dis, attends, Aussi, Brad je Pitt sais. est fabuleux dans Mais le non, dernier je suis pas en train Tarantino. de dire une Quand même. bêtise, mais si. Mais si, tout à fait. Bon, en tout cas, ce qui n'est pas une bêtise, c'est que Ad Astra est un très bon film qu'on vous conseille, bien Et sûr. puis je pense que le côté aussi peut-être porté sur l'humain est finalement assez intimiste, fait que peut-être on perd ce côté, comme disait Thomas, c'est pas forcément un grand film de science-fiction, mais c'est un grand film. Là où peut-être Gravity ou autre jouait plus sur la carte science-fiction. Alors pas Arrival, Premier Contact en français, qui là aussi avait un aspect très humain et très humaniste. Mais ouais, pour le coup, ça marche très bien et... Bon bah alors voilà, Ad Astra de James Gray, c'est en salle depuis le 18 septembre et puis le Saloon vous conseille d'aller le voir. Si vous l'avez déjà vu, bah dites-nous ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie de le voir, dites-nous aussi. Et puis bien sûr, suivez-nous sur Facebook, Instagram, etc. Merci Thomas Lécuyer. De rien, on a oublié de dire que la musique était de Max Richter. Ah, mais oui, et ça, pardon. c'est toujours important de le dire. C'est vrai, la musique est sublime. Ça Oui. me donne très envie rentrer chez moi et d'écouter la BO. Et Tiens. un excellent travail aussi sur le son, tout simplement. Enfin, on est dans l'espace, tout à donc fait. Tout à mais là fait. vraiment, c'est un travail Et assez voilà. fou. Comme quoi, on pourrait en parler encore une heure de ce Ouais, film, bien sûr, finalement. c'est toi qui veux couper. Merci Robin Jonin Merci, aussi Alex. à toi. Merci les gars d'avoir débattu sur ce film. Donc, et puis vous, vous savez, vous qui nous écoutez, que vous pouvez retrouver tous les épisodes du Saloon sur votre plateforme de streaming préférée. On vous dit au prochain débat. À bientôt. Ciao.